Binge Audio. En mai 2025, la cour d'assises du Morbihan prononçait un verdict attendu par un nombre ahurissant de victimes. 299 personnes qui toutes avaient subi les viols et les agressions sexuelles de Joël Le Squarnec, un ancien chirurgien qui avait profité de son statut pour infliger ses sévices à de jeunes patients entre 1989 et 2014. En mai 2025 donc, il a été condamné à 20 ans de prison. C'était la première conclusion d'un procès et d'une instruction hors norme. La première, car il pourrait bien y avoir des suites. Le Squarnec n'a pas fait appel, mais il vient de faire l'objet d'une nouvelle enquête. 48 nouvelles victimes potentielles ont été retrouvées. Le parquet de Lorient a ouvert une information judiciaire, laissant entrevoir donc la possibilité d'un nouveau procès. Ce dossier, aussi tentaculaire que profondément écœurant, il a occupé plusieurs journalistes qui ont longuement enquêté pour essayer de comprendre, au-delà du sensationnalisme de l'affaire Le Squarnec, ce qui dans notre société l'avait rendu possible. Quels aveuglements, quelle banalisation des violences sexuelles lui ont permis de sévir pendant aussi longtemps. Mes confrères et consoeurs Marika Mathieu et Hugo Lemonnier font partie de ceux qui se sont posés ces questions. Ils ont accepté de remonter avec moi le fil de cette affaire, le temps de 2 épisodes dont voici le premier. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Attention, cet épisode comporte des récits de violences sexuelles qui peuvent être choquants. C'est l'histoire d'un homme qu'on a laissé passer pendant 30 ans, et la question est pourquoi ? Marika Mathieu, journaliste, autrice de L'Impuni, histoire d'un déni collectif paru aux éditions Studio Fact. Donc Joël Le Squarnec, c'est un homme normal, ordinaire, qui est né en 1950 en banlieue parisienne, dans un milieu populaire. Il a une mère qui est passée comme femme de ménage, qui a été concierge, qui est aussi mère au foyer. Il a un frère et une sœur, et un père qui est passé par différents métiers qui lui n'auront pas apporté la richesse, mais qui leur ont permis d'avoir un petit pavillon à quelques kilomètres de Paris. Ensuite, c'est l'histoire d'une ascension sociale. Il va effectivement faire des études de médecine. Il va s'y reprendre à 3 fois. C'est laborieux. Mais il y parvient et il devient un chirurgien gastrique. C'est-à-dire de ces spécialités qui adviennent après une formation généraliste. On en a besoin de ces médecins-là, de ces chirurgiens-là. Ils ont une place qui est souvent très désirable, y compris dans les établissements dans lesquels il va passer par la suite et qui vont lui faire parcourir l'ensemble de la côte ouest française. Il a 3 enfants. Il est officiellement marié, même si on découvre qu'il va y avoir effectivement des péripéties quand même dans ce couple. Mais sur le papier, c'est l'histoire d'un homme on ne peut plus ordinaire. En mai 2017, il est arrêté pour avoir violé sa petite voisine. Hugo Lemonnier, journaliste, auteur de Piégé dans le journal intime du docteur Le Squarnec, paru aux éditions Nouveau Monde. Il habite à Jonzac et dans la maison d'à côté, puisque c'est des petites maisons de ville. Dans la maison mitoyenne, vit une famille avec une petite fille de 6 ans. Et un beau jour, elle parle à son papa. Elle dit que le monsieur d'à côté l'a touchée. Et bref, ça commence comme ça. C'est cette agression, qui s'est avérée un viol, qui va faire exploser l'affaire. Parce que cette petite fille va parler, mais surtout, elle va être dans un contexte dans lequel non seulement on l'écoute, on l'entend, mais on la croit et on la défend, puisque ses parents vont s'avérer extrêmement sensibilisés pour l'avoir vécu eux-mêmes. Ils l'ont dit et c'est important. Ils vont prendre sa défense, ils vont porter l'affaire, et c'est l'enquête qui sera déclenchée à la suite de ce témoignage crucial, qui va révéler ce qui finalement aurait pu être révélé bien avant, mais que le chirurgien, bien sous tout rapport, avait conservé tout au long de sa vie les archives l'incriminant sur les faits d'agression, de viol sur des centaines de victimes présumées. Assez rapidement, au bout de quelques semaines, il va faire des premiers aveux devant la juge d'instruction. En l'espèce, il va parler d'agression sexuelle sur 2 de ses nièces et des petites filles de son entourage. Et là commence une première phase de l'enquête où on va explorer l'aspect familial, quoi. Et là, on va se rendre compte qu'en réalité, c'est une famille incestueuse, tout ce qu'il y a de plus banal en réalité, où tout le monde sait, tout le monde ne sait pas tout, mais tout le monde sait quand même un peu. Beaucoup s'est dit, et malheureusement, rien ne s'est fait. Et ça va durer plusieurs mois, et donc au bout de plusieurs mois, à la faveur d'une expertise informatique qui est très parcellaire, et surtout à la faveur de l'exploitation, pour le coup, extrêmement minutieuse d'une gendarme, on va retrouver le journal intime. Le journal intime, c'est la pièce à conviction ultime,
puisque dans ce journal intime, Joël Le Squarnec décrit par le menu des faits de viol et agression sexuelle qu'il commet à la fois sur des victimes de sa famille, des victimes de son entourage et des victimes à l'hôpital surtout. Et ce journal intime sont des fichiers informatiques. C'est vraiment 1650 pages qui sont construites exactement de la même manière, avec la date, l'heure et le lieu. Et donc, c'est vraiment une scène de crime. Une scène de crime qui se répète, avec un mode opératoire qui est toujours le même. Et c'est là où on voit se profiler un violeur en série, en réalité. Tout commence dans la famille, tout commence dans finalement l'apprentissage de certaines formes de criminalité et des laissez-passer qui l'accompagnent, qui accompagnent cette criminalité dès les premiers moments dans lesquels elle s'exprime. Dans cette affaire, mais comme dans toutes les autres, oui, Joël Le Squarnec commence par s'en prendre à des enfants de sa famille, à ses nièces en particulier, à des petites filles aussi qui sont gardées chez lui par sa femme. Il y a justement des amis, qui peuvent avoir une connaissance très crue des faits. On a de ces amis de longue date qui vont se retrouver confrontés à une agression sous leur propre toit de leur fils, qui le savent et qui pourtant, le lendemain matin, prendront leur voiture pour accompagner les Le Squarnec en vacances et qui ne diront jamais rien, alors même qu'ils étaient non seulement au courant, mais ils ont presque assisté à l'agression en question, qu'ils savaient, mais... Et les questions qui se posent quand on remonte comme ça dans l'intimité d'un criminel, dans le cas de Le Squarnec, mais peut-être dans tout itinéraire criminel, c'est d'arriver à reposer ces questions-là du commencement, de ces manières. Comment se fait-il qu'on puisse accepter ces situations-là ? Comment se fait-il qu'en fait, ça se passe aussi vite, aussi facilement, aussi longtemps dans ces imbrications ? Non pas de silence, parce qu'encore une fois, sa famille, c'est une famille où on parle, comme dans toutes les familles souvent, enfin comme dans beaucoup de familles en tout cas, où des faits d'agression et de viol, en tout cas de pédocriminalité, sont révélés. Il y a toujours des mots, il y a toujours le silence se construit à l'aide de beaucoup de paroles. Dans ce cas-là, c'est flagrant. Mais ce qu'il faut y voir, c'est le commencement de ce naturel-là, de cette norme-là, de cette manière de faire avec, qui peut s'inscrire dans les actes de tous les jours, dans ces manières d'élever des enfants ensemble, de vivre ensemble, de dormir ensemble, mais aussi de travailler ensemble, de comparaître aussi entre pairs, d'avoir cette manière de se regarder les uns les autres. Et oui, tout commence bien sûr dans le cercle de la famille, mais il ne fait jamais que s'imbriquer dans ces autres cercles de la vie. Donc il y a un certain nombre de faits qui ont été établis durant cette première phase d'enquête. On a retrouvé donc des victimes au sein de sa famille, des nièces, des victimes de l'entourage, donc la petite voisine évidemment, et une ancienne patiente. Et on va décider de séparer ces faits-là du reste des investigations, tout simplement parce que Joël Le Squarnec, il est déjà en détention depuis 1 an, qu'on sait que pour remonter jusqu'aux 300 et quelques victimes qui sont dans le journal intime, ça va prendre du temps. Or, on ne peut pas le laisser en détention indéfiniment. La détention provisoire, c'est 2 ans maximum, 3 ans quand on obtient des prolongements, mais au bout d'un moment, le risque, c'est qu'il fasse des appels, que la justice casse et qu'il retourne chez lui. Et bon, vu le bonhomme, vu l'écho médiatique que cela aurait, on ne peut pas se le permettre. Donc, on va le juger pour cette première série de faits. C'est dans le huis clos de la salle d'audience, derrière cette lourde porte, que se tiennent depuis ce matin les débats. L'ex-chirurgien de Jonzac, arrivé sous bonne escorte, doit répondre de viol et ou d'agression sexuelle sur 4 victimes entre 1989 et 2017. Joël Le Squarnec, condamné à 15 ans de réclusion criminelle. L'ancien chirurgien a été reconnu coupable par les jurés de la cour d'assises de Charente-Maritime, coupable de viol et agression sexuelle sur 4 mineurs. Joël Le Squarnec était déjà tourné vers le prochain procès qui l'attend. Cette fois, on ne parle plus de 4, mais de 312 victimes potentielles. Cette prochaine étape, chacun l'avait bien en tête hier soir. Ça donne un ton, mais nous n'y sommes pas encore. Laissons faire déjà l'information judiciaire et nous verrons ensuite, sur le deuxième volet, tout le travail déjà que nous devons faire. Ce procès, c'est d'abord, selon la presse, le procès du silence. Et en fait, de silence, il n'y en a pas dans l'inceste. C'est ça qui va être déconstruit par les débats, c'est que non, en fait, les victimes ont parlé. Il y a d'abord donc celle que j'ai appelée Fanny, qui est donc
la première nièce qu'il a agressée et ensuite violée à compter des années 80. Et elle, en fait, déjà, il y a sa mère qui l'a vue. Elle a vu quelque chose, elle n'a pas su l'interpréter. Il faut dire que cette femme a elle-même été victime d'inceste dans sa jeunesse. Et donc pour elle, ça a été très compliqué de mettre des mots sur cette situation. Mais ensuite, Fanny, elle a parlé. Mais c'est pas la seule à avoir parlé, puisque en fait, il y a une autre nièce que j'ai appelée Paola dans mon livre. Et elle a parlé carrément à sa mère, dès 1999. Et sa mère l'a cru. Sauf que sa mère, c'est la sœur de Joël Le Squarnec. Et donc, cette femme, elle se retrouve dans une situation un peu impossible, où, pour rendre justice à sa fille, elle doit dénoncer son frère. Et elle a fait le choix que font beaucoup de personnes dans les affaires d'inceste, c'est-à-dire de ne rien faire. Elle a confronté son frère, ce qui est déjà pas mal, puisque au moins ça a permis que les agressions s'arrêtent, mais elle ne l'a pas dénoncé. En revanche, cette réalité-là a été mise sous les yeux d'une autorité, en l'espèce une psychologue, qui a été consultée par la mère et la fille, et la psychologue n'a rien fait. Elle n'a pas fait de signalement. Et voilà, donc tout ce mythe de l'omerta familiale, en fait, se délite. Et on se rend compte que beaucoup de gens savaient, à commencer par Marie-France Le Squarnec, l'ex-épouse de Joël Le Squarnec, puisque aujourd'hui ils sont divorcés, mais en réalité ils sont restés mariés jusqu'au début de la procédure, en 2017. Alors même que, et ça, aujourd'hui, elle continue à le démentir, mais ça c'est établi par le dossier, elle savait que Joël Le Squarnec était attiré, entre guillemets, par les enfants. Joël Le Squarnec le dit lui-même dans son journal intime. Dès 1996, il parle d'une catastrophe. Elle a découvert que j'étais pédophile. Il y a tous ces témoins qui jalonnent finalement le parcours de Joël Le Squarnec. Et on voit que, oui, c'est la première manière de dire tout le monde le sait et personne ne fait rien. Mais plus encore, c'est là où il faut poser des questions au travers de cette affaire. Tout le monde sait que ça arrive à une échelle bien plus vaste. Qu'est-ce que la Ciivise a montré? Qu'on avait 160 000 enfants qui étaient abusés, agressés ou violés chaque année. Que 6 millions de Français à peu près vivaient avec la mémoire dans leur corps et dans leur âme d'avoir été agressés avant leurs 18 ans. Combien ça fait en entourage? Combien ça fait de millions et de millions de gens qui ont grandi aux côtés avec et au travers de la violence sexuelle perpétrée sur les mineurs? Et c'est ça la question profonde qui interroge au travers de cette affaire, parce qu'il ne faut pas la prendre comme telle. Justement, il ne faut pas se dire « Oh, c'était un médecin, oh, il était particulièrement sympa », ou bien « Non, c'est un homme ordinaire, discret ». Il y a rien de particulier chez Le Squarnec. Il n'est pas plus brillant, il est pas plus marrant, il est pas pire, pas mieux qu'un autre. C'est un type banal qui grandit dans une société dans laquelle, qu'il ait ce statut-là ou un autre, on l'aurait laissé passer de la même manière. Et les enquêtes aujourd'hui sont suffisamment étayées sur le terrain de la sociologie ou même des enquêtes criminelles pour le démontrer. Il n'y a rien d'extraordinaire dans la trajectoire de Joël Le Squarnec. L'un des aspects les plus confondants de cette histoire, c'est sans doute le fait qu'avant son arrestation en 2017, Joël Le Squarnec était déjà passé dans le viseur de la justice. 13 ans plus tôt, au milieu des années 2000, les autorités ont raté l'occasion de mettre un coup d'arrêt à son parcours pédocriminel. Dans le courant de l'année 2004, une des premières opérations d'envergure internationale conduite par le FBI va mettre la main dans ce qu'on appelle ses premiers coups de filet sur la pédopornographie en ligne, sur les consultants, les détenteurs et les partageurs de ces fichiers. Et c'est donc le FBI qui va envoyer à la gendarmerie de Vannes le signalement d'un internaute parmi 10 000, lui et de 2 autres qui relèvent de la juridiction de cette gendarmerie. Vous avez donc Joël Le Squarnec, celui que j'ai appelé Pascal L, un chirurgien dentiste, et un retraité d'EDF, Pierre T. Et Joël Le Squarnec, il va bénéficier d'une série de dysfonctionnements, d'une enquête bâclée, il n'y a pas d'autre terme, puisque Joël Le Squarnec va être convoqué. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui. C'est-à-dire que Joël Le Squarnec, il le dit à la juge d'instruction, je ne suis pas un imbécile. Et donc, quand ils m'ont appelé la veille de la perquisition, la veille de mon arrestation, j'ai tout planqué. Et donc, la gendarmerie le convoque, il vient à 8h30,
à la gendarmerie de Grandchamp, près de Vannes. Et puis, on se déplace chez lui, on va faire un tour rapide, parce qu'elle dure pas toute la journée, la perquisition. Ça dure 40 minutes, 1 heure de mémoire. On récupère son matériel informatique. Et puis, en audition, il va pas se démonter, Joël Le Squarnec. Il va avouer, il va dire oui, j'ai téléchargé des images à caractère pédopornographique sur ces sites. Je m'étais abonné, je faisais ça depuis ma clinique, mais depuis j'ai quitté cette clinique. Il travaille dans un autre département voisin, celui du Finistère. Et donc, il dit très simplement, moi, je téléchargeais ces fichiers depuis ma clinique, pour qu'il n'y ait rien chez moi, je les gravais sur des CD, mais depuis, je m'en suis débarrassé. Voilà, c'était une période de ma vie. J'ai des problèmes avec ma femme. C'est carrément la faute de sa femme s'il allait sur des sites à caractère pédopornographique. Et ça passe. L'audition, elle dure 25 minutes. Merci, au revoir. On le prend pour ce qu'il est, une expertise psychologique quand même diligentée, si je ne l'ai pas retrouvé dans le dossier, laissait entendre qu'il s'agissait effectivement d'une dérive d'un homme confronté à une crise conjugale. Donc tout ça s'en tient là, et un procès se tiendra presque 1 an plus tard, dans lequel, là aussi à la suite d'une comparution express, il sera condamné à 4 mois avec sursis, sans aucune obligation de soins ni de suivi socio-judiciaire, et autre petite bizarrerie, mais encore une fois qui s'explique quand on connaît le fonctionnement des tribunaux de l'époque et encore aujourd'hui. Il n'y aura pas de mention sur son casier judiciaire de cette condamnation, ce qui lui permettra dans les mois suivants d'être titularisé à la suite de sa réussite au concours des praticiens des hôpitaux publics. Donc l'histoire de cette arrestation, c'est l'histoire d'une non-arrestation, c'est l'histoire d'une non-enquête, c'est l'histoire, comme je le dis toujours, d'un laissez-passer qui finalement a été obtenu cette fois-là par les gendarmes eux-mêmes. À l'époque, la consultation d'images à caractère pédopornographique, ça n'existe pas. C'est rentré dans le droit en 2007. Et donc, on ne pouvait le condamner que si on retrouvait des fichiers. Là, on ne va pas en retrouver, mais on a des aveux. Donc en fait, le dossier, il ne tient que par sa seule parole. On se dit, quand même, il est sacrément sympa, Joël Le Squarnec, de s'auto-incriminer. À tel point que le tribunal, dans cette affaire, donc quand il va être condamné 1 an plus tard, en 2005, va souligner sa franchise. La franchise de Joël Le Squarnec. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'a pas fait d'enquête. Personne n'a été auditionné dans sa famille. Personne n'a été auditionné à son travail. On n'a pas cherché à savoir s'il avait d'autres ordinateurs, s'il avait des CD, des disques durs, rien du tout. On ne s'est pas posé la question, mais attendez, là on l'a arrêté dans le Morbihan, il travaille dans le Finistère, donc quand même à 1 heure de route de là, il n'aurait pas un autre appartement ? Oui, c'est des questions à se poser en fait. Ça, c'est des questions de base. Si vous ne faites pas ça dans une enquête judiciaire, c'est simple, vous ne faites pas d'enquête. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti des propos de Joël Le Squarnec, on les a confirmés. Il nous a donné la clé, merci, c'est vraiment trop sympa. Mais encore une fois, ce mérite de la franchise, cette manière de minorer, cette manière de se donner sans aucun argument autre, sans aucun élément d'enquête étayant cette manière de voir les choses. Rien ne prouve à ce juge que les propos de Joël Le Squarnec sur sa soi-disant non-connaissance, par exemple, d'Internet, ou justement ses problèmes de couple. Il a effectivement des problèmes de couple, mais qui n'ont rien à voir avec ce qu'il appelle finalement cette crise de la quarantaine qu'il traverse à ce moment-là. C'est une crise, en effet, qu'il traverse due au fait que sa femme soit au courant de certains éléments relevant effectivement des archives pédocriminelles qu'il détient chez lui. Mais ça, ces questions-là, personne ne les a posées. Et encore une fois, les mots du juge reflètent la manière dont on voulait voir cette affaire, dont on les voit encore trop souvent, et comment Joël Le Squarnec n'est qu'un parmi d'autres passant à ce titre au travers des mailles du filet que personne ne resserre. Du coup, on l'a condamné à une peine dérisoire, 4 mois de sursis, pas d'injonction de soins, et surtout pas d'interdiction d'exercer. C'est là qu'on voit en réalité qu'il n'est pas considéré comme un danger. Et ça, ce n'est pas dû à sa personnalité. Quand on s'intéresse aux autres mises en cause dans ce dossier, ils ont bénéficié exactement, enfin en tout cas pour l'un d'eux, du même traitement. Et en fait, donc, cette condamnation, elle est rétrospectivement hallucinante.
Mais en plus, ce n'est que le début d'une chaîne de défaillance. Et c'est simple, tout a dysfonctionné dans cette affaire. À suivre.